pense aussi à des compositeurs qui composent des pièces à partir de relevés de température qui sont convertis en notes de musique. Et c'est comme ça aussi qu'on peut transmettre la question du réchauffement climatique, c'est qu'à partir d'une pièce jouée qui vient traduire musicalement un climat stable et qui ensuite vient incarner en musique un dérèglement climatique, c'est extraordinaire. On vient ressentir par la musique, par tout d'un coup un fait de composition, quelque chose très abstrait avec beaucoup de chiffres, avec des courbes statistiques. On est abreuvé de chiffres et de courbes statistiques. Elles ne nous font plus rien entre guillemets sur le plan sensible. Alors si c'est transposé en musique, si c'est joué, si c'est interprété, tout d'un coup, ça nous emmène ailleurs. Et quand je parle de ces travaux-là, parfois à des gens plus scientifiques ou des directeurs de musée, tout de suite, ils accrochent en disant, ah, c'est extraordinaire, avec la musique, on peut faire passer tellement de choses. Une autre émission du Balado Conscient. Je suis avec Bénédicte Ramade, que j'ai rencontré il y a un an déjà à Québec. Alors, bienvenue, Bénédicte. Merci Claude, bonjour. Oui, alors, on se connaît pas bien parce que la première fois que je t'ai rencontré, c'était une table ronde à Recto Verso. Notre collègue Daniel Dany a fait un événement de 2 jours sur ce qu'il appelait l'art durable. Et j'espère pouvoir en parler avec Daniel. Mais c'est là qu'on s'est rencontrés, donc j'aimerais que tu commences par te présenter. On va faire un lien à ton site web, mais dis-nous qui tu es, qu'est-ce que tu fais, puis ensuite on va procéder à parler de la réalité, du deuil, etc. Mhm. Alors, je suis multicasquette. J'ai à la fois une formation universitaire en histoire de l'art, un doctorat que j'ai consacré à un petit groupe d'artistes nord-américains, enfin états-uniens. L'art écologique américain est un mouvement assez peu connu qui est resté dans l'ombre du land art, mais dans ma thèse, je me suis appliquée à essayer de le dégager de cette ombre, de lui faire prendre davantage de lumière et d'analyser un peu les raisons pour lesquelles ce mouvement n'était pas ou peu connu. De comprendre pourquoi, avec un contexte qui est celui de l'histoire environnementale des États-Unis, avec le contexte de l'histoire sociale états-unienne, de comprendre en fait pourquoi la rencontre ne s'était pas faite avec le public. Euh, et pourquoi finalement ils avaient une place extrêmement subsidiaire dans l'histoire de l'art. Donc aujourd'hui, je suis en train de reprendre ce manuscrit de thèse pour pouvoir le publier sous forme de livre. Et donc c'est mon cheval de bataille depuis longtemps. J'ai commencé ces recherches à la fin des années 90 pour vraiment creuser. Et puis après mon doctorat, j'ai eu une bourse postdoctorale à l'Université de Montréal où là, j'ai continué de chercher dans ce domaine de l'écologie et de l'environnement, mais davantage à la lumière de l'Anthropocène et de ce que l'Anthropocène permettait, ce concept géologique, mais qui est devenu rapidement un concept philosophique et culturel, ce qu'il permettait que l'écologie ne permettait pas. Notamment de réfléchir à la terre sans forcément penser à la nature, de réfléchir à la nature en pensant d'abord à la culture, en évitant de perpétuer ces grands schismes entre nature et culture, qui sont ceux assez répandus dans les cultures occidentales. Donc ça, c'est pour la partie académique. Je suis chargée de cours à l'Université de Montréal et à l'École des arts visuels et médiatiques de l'UQAM, mais où je n'enseigne pas ces questions environnementales. Je n'ai pas ce privilège-là. À côté de cela, je suis critique d'art. J'analyse à la fois l'art contemporain, qu'il soit européen ou nord-américain, et évidemment les pratiques autour de l'écologie et de l'environnement, mais c'est pas exclusivement là-dessus que j'écris en termes de critique d'art. Et puis je suis aussi commissaire d'exposition. La plupart des expositions collectives que j'ai commencé à faire à partir de 2006 ont toujours porté sur des questions environnementales ou connexes. La première exposition que j'ai pu faire à la Villa Arson, un centre national d'art contemporain en France, était sur les questions d'acclimatation et sur en fait la nature très artificielle
du naturel. Puis ensuite, j'ai fait une exposition sur le recyclage à la fondation EDF en France, qui s'appelait Rehab. Et en fait, c'était une réflexion justement sur les fausses pistes que peuvent induire un terme comme celui de recyclage. On pense tout de suite que le recyclage est une bonne solution, et en fait de montrer que, par exemple, pour recycler des bouteilles d'eau en plastique, il faut quasiment autant d'eau que ce qu'elles contenaient pour récupérer le plastique source de ce type d'objet. Donc c'était à la fois montrer que l'art avait pratiqué le recyclage depuis le cubisme, qu'il avait intégré beaucoup d'éléments qui étaient de l'ordre du déchet pour le réhabiliter de façon artistique, et puis introduire la question environnementale évidemment dans ses pratiques. Par la suite, j'ai commissarié The Edge of the Earth au Ryerson Image Center à Toronto. Donc où là, il était question de changement climatique dans la photographie et la vidéo des dernières années, et où j'ai eu le privilège de pouvoir aussi m'appuyer sur la collection photographique de Ryerson du fonds Black Star, qui est un fonds de photojournalisme, et où j'ai cherché effectivement les racines visuelles de la visualité environnementale aujourd'hui, que j'ai trouvé. Il y avait beaucoup d'images et ça m'a fait penser que peut-être on n'avait pas souhaité les montrer ou les voir dans les années 70 et 80 lorsque ces images ont été produites, parce qu'on ne voulait pas montrer au public cette réalité-là. Et puis, dernièrement, à la Galerie de l'UQAM, en version virtuelle, j'ai commissarié le dernier volet du programme Quadrature, et je l'ai consacré au temps long de l'Anthropocène et de la géologie, en invitant 4 artistes, Maryse Goudreau, Kelly Jasbach, Clara Lacasse et Jessica Sleep. 4 jeunes femmes qui travaillent toutes selon des horizons différents, mais autour d'une certaine temporalité très longue. Maryse Goudreau, ça fait plus de 10 ans qu'elle travaille sur le beluga. Donc c'est à la fois la question du temps long d'une recherche qui se veut à la fois scientifique et artistique, sensible et extrêmement sérieuse. Kelly Jasbach, elle a commencé à travailler avec des scientifiques autour des plastiglomerates, qui sont ces formations géologiques qui incluent du plastique à Hawaï sur certaines plages. Et ça, elle a commencé cette recherche-là aussi autour de 2011-2012. Jessica Sleep, ça fait plusieurs années qu'elle fait des performances où elle se transforme en roche, où elle se compose un devenir minéral. Et Clara Lacasse, elle a travaillé sur la réhabilitation du biodôme, qui est aussi un programme qui a pris plusieurs années et qui évidemment couvre une certaine envergure et permet de voir un peu comment se fabrique le regard public sur la science et sur le vivant. Donc Un voilà. bel exposé, merci. J'aimerais commencer comme je commence avec les autres invités de l'émission que j'ai faite qui s'appelle Réalité. Tu as fait mention à la notion de réalité. Comment tu réponds à cette problématique-là de la perception de la réalité, dans le sens que beaucoup d'entre nous sont dans un monde de déni, mais aussi toute l'approche conceptuelle, philosophique à la réalité? Le journaliste Jack Miles. La réalité, telle que définie par le dictionnaire Oxford, est l'état des choses tel qu'elle existe réellement, par opposition à une idée idéaliste ou notionnelle de celle-ci. Au lieu d'être la méthode par laquelle nous observons une chose, la réalité est la nature ou la vérité de cette chose. Sur cette réalité, moi, lorsque je travaille et lorsque je réfléchis, que ce soit un texte ou une exposition, c'est toujours lors d'une diffusion dans le lieu très privilégié d'un musée ou d'une galerie, c'est-à-dire déjà où le regard est sensibilisé à la réalité.
Souvent, je m'adresse à des gens qui savent déjà beaucoup de choses. Donc ce principe de réalité, c'est à la fois la base commune que je partage avec celles et ceux qui visitent ou qui lisent, mais c'est aussi ça que je cherche à décadrer parce que la réalité, et je pense notamment à la réalité visuelle des changements climatiques, des problématiques environnementales, elle est très prégnante. Les gens savent beaucoup de choses, voient beaucoup de choses. Est-ce que pour autant ils changent leur comportement? Pas forcément. Et donc, partant de ce postulat-là, j'essaye de travailler à la fois avec des œuvres très fictionnelles, parfois très sibyllines, qui disent très peu de choses, et d'autres qui informent beaucoup de la réalité, qu'elle soit passée ou actuelle. Donc, jouer avec la réalité du temps présent est pour moi important lorsque ça s'articule avec de la spéculation, avec de la subjectivité. Je crois que ce qui a été compliqué autour de l'écologie, c'est que c'était une science, donc elle ne laissait pas place à la subjectivité. Que ce soit celle des chercheurs et évidemment celle du côté de la réception du public. L'Anthropocène nous permet de recentrer sur la question du subjectif et l'interprétation de cette réalité. Car oui, on peut interpréter, on peut spéculer, on peut imaginer autour des questions environnementales. Elles sont graves, elles sont sérieuses, mais cette réalité-là ne doit pas empêcher une matière poétique, une matière spéculative, pourquoi pas une matière catastrophique, mais de pouvoir se permettre de rêver ou de cauchemarder, mais d'être dans cette projection-là et d'être surtout dans l'interprétation. Parce que ce que l'Anthropocène nous dit, c'est que c'est l'humain qui est au centre. Donc l'humain a cette sensibilité-là qui fait qu'un résultat scientifique n'est jamais complètement neutre. Donc c'est cette réflexion-là que je mène. Et tu as donné de très bons exemples de pratiques artistiques, de projets, soit que tu es impliqué en tant que chercheuse ou en tant que commissaire. Donc, on n'a pas nécessairement besoin de regarder beaucoup d'exemples, mais j'aimerais que tu me parles de comment tu vois le rôle de l'art maintenant dans ce qu'on appelle la crise climatique, qui n'est pas juste le changement climatique, mais qui est une crise écologique, une crise en fait de notre société, de notre civilisation. Le rôle de l'art, on en parle beaucoup, on dit qu'il devrait y avoir plus de l'art, mais comment faire? Mais plus à un niveau macro, quel devrait être le rôle futur de l'art vis-à-vis les problématiques auxquelles on fait face en ce moment? L'artiste David Haley. Nous avons maintenant besoin de l'esthétique pour nous sensibiliser à d'autres modes de vie. Et nous avons besoin des artistes pour nous sensibiliser à la forme des choses à venir. L'artiste Diego Galafasi. L'art est un espace où nous pouvons poser des questions très difficiles et explorer les choses de manière ouverte, sans s'engager à trouver des solutions. C'est toujours compliqué de vouloir que l'art serve absolument à quelque chose. Je crois que, bien sûr, qu'il peut le faire, mais je crois, parce que l'histoire me sert de point de référence, c'est à la fois les gens désirent que l'art puisse faire quelque chose de bien et en même temps, quand l'art est très fonctionnel, très utile, qu'il puisse résoudre un problème environnemental, guérir ou que sais-je. Parfois, le public a du mal à identifier ça comme de l'art. La solution pratique, parfois, oublie d'être une art, d'être de l'art, d'être un transport esthétique. Donc, c'est toujours cet équilibrage-là qui est extrêmement complexe. Et oui, on a besoin de l'art pour justement restaurer le sensible. Et pour pouvoir justement dépasser le choc vis-à-vis de la crise environnementale. La crise environnementale, elle est
paralysante par son ampleur, par sa gravité, et elle peut, depuis Susan Sontag, on parle de cet effet de choc paralysant d'une image ou d'une situation, elle peut effectivement conduire à un statu quo. Je crois dans les vertus d'un art qui puisse être ou visuel ou d'une installation ou d'une performance, qu'il soit une sorte de rencontre sensible. Et en ça, je le trouve parfois plus efficace qu'une œuvre qui va être utile et dépolluée ou que sais-je. Mais le rôle de l'art, on s'en rend compte lorsqu'il y a des expositions sur le sujet de l'écologie ou de l'environnement. Les gens s'étonnent toujours de se dire: «Ah oui, je peux penser ça, oui». C'est cette capacité à pouvoir justement projeter, dépasser par rapport à un domaine qui est hyper technique, hyper scientifique, donc qui peut être, un peu impressionnant. Et évidemment, l'éducation par les arts, me semble, absolument important, mais je crois qu'il faudrait plus organiser de rencontres aussi pour tous ceux du côté politique ou technique ou scientifique qui souvent découvrent un peu a posteriori les vertus de l'art qui permettent de pouvoir opérer une médiation limpide sur certains concepts complexes. Et souvent, cette méconnaissance de ceux qui prescrivent, je pense que c'est peut-être aussi par là qu'il faudrait commencer. On parle beaucoup du public, mais le public se débrouille, il va chercher l'information. On sait très bien par des études en muséologie que lorsqu'il y a des questionnements au niveau du changement climatique, par exemple, je me souviens d'une étude américaine qui disait que les gens allaient tout simplement dans les musées scientifiques chercher leurs réponses. Donc, mais c'est comme si les dirigeants ou les directeurs d'instituts scientifiques ne vont pas dans les musées chercher des réponses ou des manières de catalyser ou de traduire ou une médiation. Et je crois que ça, Ils n'ont pas été formés comme ça non plus, là. non, non. Et cette absence de formation, en fait, transversale qui pourrait amener un scientifique en sciences de l'environnement à être davantage sensibilisé par des historiens de l'art, mais on ne met jamais les historiens de l'art au centre de ces questions-là. On trouve toujours que l'art, c'est pas très sérieux. Alors que lorsque finalement on amène les bons outils aux scientifiques, j'ai eu une rencontre avec Anne de Vernal, qui est paléoclimatologue, lors de l'exposition Temps long pour Quadrature. On a fait l'ouverture de l'exposition ensemble et elle était absolument emballée parce que tout d'un coup, il y avait comme des sortes de résumés visuels de ce qu'elle faisait elle, et qui n'était pas simplement une illustration qui amenait ailleurs, qui faisait réfléchir différemment. Et elle était très, très stimulée par ce qu'elle a vu. Mais elle ignorait que ça existait. Donc, je crois qu'il faut qu'on se dirige plus du côté des matières scientifiques et de l'éducation politique. Je pense qu'en sciences politiques, c'est vraiment très important de pouvoir intégrer les arts. C'est ce que fait Sciences Po Paris, qui a une formation très forte en termes culturels, qui a un laboratoire de recherche art et environnement. Et ça, c'est, je pense, là-dessus qu'il faudrait miser. Il faut le faire d'une façon accélérée, forcément, parce que la Oui, problématique est déjà tellement avancée qu'on est dans une période d'adaptation et non seulement de ralentir les oui. problèmes. Mais j'aimerais parler d'art écologique puisque tu es une experte, tu as étudié le modèle américain et sans doute d'autres aussi. Parce que des fois, je pense que je suis moi-même un artiste écologique dans la mesure que, avec les paysages sonores et un travail d'enregistrement, mais j'aimerais en savoir plus sur comment tu définis ou comment tu cadres ceux qui utilisent le terme artiste écologique et quelle est la distinction avec d'autres pratiques artistiques qui fait en sorte qu'il y a une pratique particulière qui, à mon Mhm. avis, va devenir de plus en plus importante et tant mieux s'il y a un historique de longue date, ça veut dire qu'on n'a pas à réinventer la roue. C'est quoi l'art écologique? L'art écologique au sens strict du terme, il apparaît à partir de 1965 dans les pratiques d'artistes comme Alan Sunfist, Mary Lederman Euclid,
Patricia Johansson, les époux Harrison, Agnès Dennis. Ces artistes-là ne travaillent pas tous ensemble. Ils ont été réunis a posteriori dans les années 90 par une commissaire, Patricia C. Phillips. Mais à l'époque, au milieu des années 60, au moment de cet éveil environnemental états-unien très fort, qui ne va plus être simplement de l'ordre de mesures politiques environnementales, mais d'une prise de conscience sociétale des questions environnementales, ces artistes-là vont explorer les questions écologiques par la science. Donc vraiment par la science écologique, la science des milieux, la science des écosystèmes, et on va avoir un art qui n'est pas du tout engagé militant au sens auquel nous, on pourrait le comprendre un peu spontanément, art écologique, militant, pas forcément. Ce sont des artistes qui ont beaucoup étudié les systèmes, les régénérations végétales, la phytoremédiation, qui ont parfois lié des partenariats avec des scientifiques. Et si dans les premières années, c'était encore très spéculatif, de l'ordre du dessin, de l'ordre de la projection, à partir des années 80, ces artistes-là ont commencé à travailler vraiment sur des réhabilitations de décharges. Sur des réhabilitations de terrains vagues en milieu urbain. C'est un art extrêmement urbain. Ça n'a rien à voir avec le land art qui est dans le désert ou la question des jardins ou des paysages. C'est un art de la proximité avec les communautés. L'idée, c'est de vraiment restaurer aussi un lien avec les communautés, c'est de comprendre le vivant comme un ensemble. Et Patricia Johansson, par exemple, c'est quelqu'un qui va beaucoup travailler, notamment à Dallas, sur la restauration d'un parc qui est en plein centre-ville, mais qui se retrouve à être la concentration de toutes les hydrocarbures de ruissellement. C'est un cloaque, c'est totalement inhospitalier. Personne n'aime aller là. Et elle va vraiment travailler à la restauration écologique du lieu, qui va servir ensuite à la restauration sociale du lieu, parce que ça va redevenir un lieu extrêmement sympathique à visiter et qui est en plus une plateforme d'observation pour des oiseaux migrateurs. Donc, elle va réinstaurer de la vie et travailler à partir des espèces en voie de disparition du Texas à ce moment-là. Donc, l'art écologique, c'est vraiment très circonscrit. Ça indique vraiment un mode de compréhension des enjeux environnementaux du point de vue de la science écologique. Ensuite, évidemment, on a une sorte de second cercle qui serait l'art écologiste, c'est-à-dire au sens politique et social du terme, où là, on va élargir à des pratiques davantage militantes, des performances, des œuvres qui ne sont pas forcément résolutives, mais qui vont nous amener à penser de manière efficace. Donc, on est dans une pratique élargie qui est peut-être moins appliquée, mais qui va avoir une vraie efficacité politique et métaphorique, par exemple, ou allégorique. Et puis, petit à petit, en fait, ce cercle grandit. Évidemment, dans les années 90, et par la suite, dans les décennies qui suivront, on va avoir un peu des définitions qui vont rendre beaucoup plus plastiques les termes. Donc, on va parler d'art environnemental. Et là, ça va commencer à inclure davantage des questions de nature, des questions de jardin, des questions de botanique. Et petit à petit, le cercle s'élargit. Mais à partir de ce premier noyau ADN, très, très scientifique, peut tourner sur la nature, en fait, mais plus sur des fonctionnements d'éléments naturels et des dynamiques écosystémiques. Et qui va inclure l'histoire environnementale des États-Unis, donc quelque chose effectivement qui explique une des raisons pour lesquelles c'est un peu méconnu, c'est que ce sont des œuvres d'un grand savoir, mais qui sont pas toujours des œuvres faciles à transmettre. Et puis ce sont des œuvres de terrain, donc ça se met pas tellement dans un musée, c'est pas évident si on n'est pas sur place de pouvoir avoir connaissance de ces œuvres-là qui sont à la fois des sculptures, mais aussi des aménagements urbains, une recherche conceptuelle. Donc ça fait entrer tellement de paramètres que c'est pas toujours évident. Et c'est d'ailleurs est-ce que c'est un souci ou en tout cas c'est une des problématiques de ces questions environnementales dans l'art, c'est que ça demande effectivement
un plaisir esthétique, un savoir de l'art, mais aussi ça demande, par exemple de mon côté comme critique ou comme commissaire, d'apprendre beaucoup du côté scientifique. Et ce n'est pas ma formation première. Je suis historienne de l'art et je dois faire une formation en sciences et toujours apprendre, beaucoup lire. Donc c'est extrêmement exigeant d'avoir ce profil euh, de, de, de recherche, histoire de l'art plus sciences écologiques. Ça demande beaucoup d'apprentissage. Mais c'est ça qui est assez merveilleux et qu'on veut partager ensuite. Et quand on regarde les écoles d'art qui forment les artistes de façon assez conventionnelle, mais il y a des changements. Oui. Si je reviens à la table ronde à Québec il y a 1 an et quelques, Daniel était lui-même très, je pense, bousculé par la problématique du changement climatique en tant qu'artiste, en tant que citoyen. Puis il a réuni des experts, on en a parlé, etc. Mais ça ne découle pas encore dans les systèmes de financement, par exemple. Moi, j'ai travaillé 20 ans au Conseil des arts du Canada. On en parle, mais il y a tellement plus d'enjeux au niveau de la société, la justice sociale, etc., l'équité. Il y a beaucoup d'enjeux, mais on se rend compte qu'ils sont tous interreliés. La période COVID nous montre que tout est interrelié à un tel point que il y en a beaucoup qui disent qu'il devrait avoir plus un rôle plus important de l'art. Tu sais, j'ai parlé à Seth Klein à Vancouver qui a mis en place un Climate Emergency Unit. Il y a plein d'activistes comme ça qui disent on a besoin dans des arts et de la culture, mais pas pour faire des affiches pour pour une campagne. On peut le faire, mais ce qui me donne un petit peu d'espoir, c'est qu'on commence pas à zéro, comme j'ai dit tout à l'heure. Les pratiques, c'est pas des pratiques faciles. Quand on travaille d'une façon interdisciplinaire ou intersectorielle, c'est plus complexe, mais c'est aussi, ça peut donner un résultat à long terme, une vision. Et donc, est-ce qu'il y a des projets sur lesquels tu travailles ou des phénomènes sur lesquels tu écris en ce moment qui te donnent un peu d'espoir? Parce que pour moi, la situation actuelle est assez sombre. Et c'est pour ça que j'ai écrit sur la réalité, le deuil écologique, ces choses-là, parce que c'est une façon de passer à travers les difficultés, en fait les barrières, pour faire face à la réalité qui est difficile, mais nos enfants, les enfants de nos enfants ont besoin de nous pour faire avancer les choses d'une façon le plus accélérée possible, et on a besoin de l'effort de tout le monde. Alors, qu'est-ce qui te donne de l'espoir, Bénédicte Raman? Est-ce que ça existe encore? Le professeur de politique publique Eric Beinhocker. L'humanité est dans une course entre deux points de bascule. Le premier est celui où les écosystèmes de la Terre et de la vie qu'ils contiennent basculent dans un effondrement irréversible dû au changement climatique. Le second est lorsque la lutte pour l'action climatique passe d'un statut de préoccupation politique parmi tant d'autres à celui de mouvement social de masse. La question existentielle est la suivante. Quel point de bascule atteindrons-nous en premier? Oui, j'ai tendance toujours, de toute façon, à voir plutôt du côté positif. Même les crises les plus graves, elles nous amènent toujours ailleurs. Et c'est ce que l'on voit, par exemple, avec le tout dernier documentaire avec David Attenborough sur Netflix, sur Apple TV, le jour où la Terre a changé, enfin l'année où la Terre a changé. Et on se rend compte que les solutions, elles sont là. C'est-à-dire qu'évidemment, on ne peut pas nous confiner ad vitam aeternam pour éviter d'avoir une influence néfaste sur notamment les cycles des animaux. Mais ce qu'on comprend, c'est que temporairement, on peut fermer une plage pour permettre à des pingouins ou à des tortues de davantage avoir un lieu qui respecte leur cycle. Et nous, ça nous demande quand même pas beaucoup de sacrifices de fermer une plage 1 mois, par exemple, pendant des temps de ponte, pour pouvoir vraiment permettre aux animaux
de faire ce qu'ils ont à faire de manière sereine. Et l'année de pandémie est une année catastrophique sur le plan humain, mais sur le plan animal, c'est une année où il y a un boom des naissances et une qualité de reproduction parce que les animaux ont eu la paix, parce qu'il y avait moins de pollution sonore, parce qu'il y avait moins de présence humaine, parce qu'il y avait moins de pollution dans les eaux. Donc, ça nous montre que OK, si on restaure certains équilibres, il y a quelque chose à faire davantage en partenariat avec la nature plutôt qu'en mode domination. Donc, l'espoir pour moi, il est là parce qu'on a, là, avec la pandémie, on a une démonstration grandeur nature à l'échelle que si on fait un effort collectif, alors oui, certes, il nous a été imposé, mais ça fonctionne très, très bien. Donc, faut s'efforcer et ça ne se fera pas sans nous certains petits deuils de nos modes de vie, mais qui valent la peine pour pouvoir justement surmonter la crise. Je pense qu'on n'y arrivera pas, mais arriver à composer une crise peut-être d'une amplitude et d'une magnitude peut-être un tout petit peu moindre que ce qu'on est en train de se préparer si on retourne à la vie d'avant, comme tout le monde le veut. Mais je crois pas que ce serait bien qu'on retourne à la vie 100% d'avant. C'était pas une très très bonne formule. Elle n'a pas très très bien marché. Donc voilà, c'est ça pour moi, c'est des points et des perspectives sur lesquels se focaliser. En ce moment, je travaille avec une artiste installée à Montréal d'origine iranienne qui s'appelle Anaïta Norouzi et on travaille sur une espèce de plante invasive, la berce du Caucase, qui est très proche d'une berce de Perse, qui est beaucoup moins désagréable pour les humains que sa cousine du Caucase. La berce du Caucase provoque notamment des brûlures sur l'épiderme si on s'approche et si on la touche. Et c'est une plante opportuniste qui généralement est très en forme dans les écosystèmes qui ont quelques faiblesses. Donc en fait, on la voit toujours comme une vilaine plante, mais c'est parce qu'en fait, elle vient nous mettre sous le nez le fait qu'on a des écosystèmes en souffrance. Et si elle arrive à s'installer aussi bien, c'est parce que nos écosystèmes sont perturbés. Donc on va travailler avec Anaïta, qui est récipiendaire de la bourse de la Fondation Grand Âme pour l'art et l'environnement, à ce projet qui devra générer une exposition l'année prochaine au printemps. Donc on va travailler avec des scientifiques, avec de la réalité augmentée autour de cette question des circulations de ces espèces. Circulations qui sont parfois involontaires, mais circulations qui sont liées aussi parfois aux diasporas, aux migrations des populations, parce que certaines cultures amènent avec elles un petit souvenir. La berce de Perse, elle sert en cuisine iranienne, c'est une sorte d'épice. Et donc, du coup, voilà, on essaye de retracer ces histoires culturelles d'individus naturels que sont des espèces de plantes. Donc ça, c'est un des projets sur lesquels je travaille. Aujourd'hui, les recherches des artistes, conjointement avec des scientifiques en botanique, est extrêmement fertile. On commence à envisager que les plantes puissent penser, qu'elles sentent, qu'elles ressentent, qu'elles sont sensibles. Est-ce qu'elles peuvent ressentir des émotions? Est-ce que là, on exagère, on projette trop des sentiments humains sur les plantes ou est-ce que effectivement, il va falloir composer avec cet échelon du vivant qui a toujours été placé en bas de l'échelle catégorielle du sensible? On n'a jamais tellement placé comme des partenaires de vie, alors qu'ils sont des partenaires absolument essentiels. Donc le botanique en ce moment fait partie d'un des créneaux de recherche sur lesquels je travaille. Je travaille aussi sur les questions animales. Sur les perceptions animales, sur justement ce compagnonnage dont parle la philosophe américaine Donna Haraway et comment on tisse une visualité conjointe entre les espèces notamment domestiques et les humains. Donc
Ça part un peu dans tous les sens, mais c'est parce Oui, que mais c'est bon, c'est tout interrelié. Puis je suis content que ce soit là, Bénédicte, parce que d'une part, on a besoin plus d'historiens d'art dans le milieu culturel pour oui. nous rappeler les choses qu'on devrait savoir au niveau de ce qui s'est passé et pourquoi c'est important. Donc, il y a un travail important là. Mais aussi le travail de commissaire, parce que le commissaire, là où la commissaire travaille entre les artistes et le public, et il faut peut-être utiliser le mot traduire ou interprété tout à l'heure, il y a un travail d'interprétation. Oui. Et il ne faut pas aussi négliger l'intelligence du public. Ça, j'en suis Hmm. conscient. Le public Oui. cherche. Une des raisons pour lesquelles je fais ce balado, c'est d'offrir la possibilité d'avoir accès à certaines informations. Ceux qui veulent lire tes écrits peuvent les trouver assez facilement, mais ceux qui veulent écouter un balado d'une demi-heure puis avoir un aperçu d'une problématique, surtout s'ils ont une pratique artistique et qui pensent se lancer dans la complexité de l'urgence climatique, ils devraient reculer un tout petit peu avant de se lancer dans une création, parce que peut-être que s'ils font un peu de recherche avant ou trouver les bons partenaires, etc., comment collaborer, je pense qu'il y a une méthodologie là, importante au niveau des pratiques artistiques futures. Et c'est une spéculation de ma part. D'ailleurs, la spéculation littéraire, c'est une forme d'art vraiment intéressante. Mais les artistes ont toujours fait ce travail de spéculation. Mais là, la spéculation doit se faire dans un contexte le plus informé possible. Qu'est-ce que la science nous dit? Où en est rendue la société afin d'avoir un impact? Et je ne parle pas d'instrumentaliser l'art. Je parle d'avoir un impact réel sur la société à court, moyen et à long terme, parce qu'on espère que l'espèce humaine va continuer encore longtemps. Et il faut avoir une vision à long terme dans le monde dans lequel on vit, qui forcément, au niveau matériel, est réduit. Absolument, c'est un temps qui nous dépasse amplement. Et c'est ce que nous dit l'Anthropocène. Ce qu'on fait maintenant, c'est effectivement susceptible d'avoir une répercussion dans 20, 30, 50, 100 ans. Donc il y a intérêt de faire un petit peu attention où on met les pieds en ce moment parce que actuellement, on paye les pots cassés de comportements qui ont été posés il y a 50 ans, de comportements récents aussi, mais c'est un amalgame de ces différentes temporalités et je crois que c'est ce qu'on réalise aussi beaucoup aujourd'hui et quand il y a des études politiques qui sortent qui nous montrent que dès la fin des années 70, la question du réchauffement climatique était connue des très grandes entreprises, voire de certains gouvernements et qu'on s'est dit, OK, on cache les yeux, on dit pas ça et on change rien. Le professeur de sciences politiques Thomas Homer Dixon. Les crises mondiales actuelles ont toutes des sources communes. Des convictions et des valeurs qui sont trop égocentriques. Des systèmes politiques qui sont trop confinés. Des économies trop rapaces. Et des technologies trop sales pour une petite planète surpeuplée, aux ressources en diminution et aux systèmes naturels en voie d'effritement. C'est ça aussi qu'on commence à réaliser. C'était oh my God, la situation était connue depuis quasiment 40 ans, mais on nous a pas dit les choses, on nous a pas montré la réalité. Alors les artistes peuvent être aussi des lanceurs d'alerte, peuvent être aussi des sentinelles, et c'est ce matériau extraordinaire moi avec lequel je travaille. Je travaille à la fois avec des artistes sentinelles très politisés qui vont avertir de certaines situations et d'autres qui vont nous donner une vision qui peut être subtilement critique, beaucoup plus évanescente, moins straight to the point, et puis qui vont amener à des dynamiques de pensée. Et c'est certain qu'aujourd'hui, je le vois avec les étudiants, lorsque j'enseigne ces questions-là ou que j'aborde ces questions-là, ils sont extrêmement conscients et ils sont très désireux de faire bouger les choses. Mais c'est finalement les gens de ma génération et au-delà là qu'il faut reformer parce qu'ils n'ont pas cette connaissance des arts, cette approche par la musique, par la littérature. Tu parlais de littérature tout à l'heure, mais je pense aussi à des compositeurs qui composent des pièces à partir de relevés de température qui sont convertis en notes de musique. Et c'est comme ça aussi qu'on peut transmettre la question du réchauffement climatique, c'est qu'à partir d'une pièce jouée qui vient traduire musicalement un climat stable et qui ensuite vient incarner en musique un dérèglement climatique,
c'est extraordinaire. On vient ressentir par la musique, par tout d'un coup un fait de composition, quelque chose très abstrait avec beaucoup de chiffres, avec des courbes statistiques. On est abreuvé de chiffres et de courbes statistiques. Elles ne nous font plus rien entre guillemets sur le plan sensible. Alors si c'est transposé en musique, si c'est joué, si c'est interprété, tout d'un coup, ça nous emmène ailleurs. Et quand je parle de ces travaux-là, parfois à des gens plus scientifiques ou des directeurs de musée, tout de suite, ils accrochent en disant, ah, c'est extraordinaire, avec la musique, on peut faire passer tellement de choses. Ben oui, absolument. Et c'est, voilà, exactement, tu as tout à fait raison. C'est le sentir et l'intellect. Oui. Mhm. Oui. Mhm. Mhm. Et sentir la problématique et non seulement Mhm. la recevoir comme information. Oui. Écoute, on, Oui. on peut continuer longtemps, Bénédicte, mais je pense qu'on va s'arrêter là parce que j'invite. Mais est-ce qu'il y avait autre chose que tu voulais dire ou transmettre? On a Absolument. fait un bon tour D'autant qu'en plus, il y a le de silo certaines questions. francophone On va sans québécois doute se et le reparler silo parce que anglophone canadien mon qui se objectif, c'est parlent de assez peu continuer à et chercher qui ne les perçoivent problématiques pas qui les me questions semblent les environnementales et plus de nature de la même façon. prometteuses et les plus difficiles à comprendre. Et, partout au Canada, C'est ailleurs, ça. on réfléchit à ces problématiques-là, mais il faut faire en anglais, on dit connect the dots. Donc, il y a Oui, beaucoup de travail tout à fait. relationnel à faire Merci Claude. euh, entre les communautés, entre les secteurs, entre les silos, dans les institutions, etc. Et ça doit se faire rapidement. Donc, on travaille là-dessus. Ouais, 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 ouais. Puis des fois, c'est des vraies barrières, puis des fois, c'est juste une question de langue et même pas de méthodologie, mais de, de mots et de langue, etc. Alors, merci beaucoup. À une prochaine.